Bonjour à tous, je suis le Dr Zenaki et je vais vous parler aujourd'hui du développement psychomoteur de l'enfant. Comme objectif, donc à la fin de ce cours, vous devriez savoir ce qu'est le développement psychomoteur, connaître ses domaines et ses principales étapes, ainsi que comprendre ses mécanismes. Vous devriez également être capable d'évaluer le développement d'un enfant à un âge donné et de diagnostiquer une anomalie de ce développement. Également, de repérer précocement les dysfonctionnements relationnels et les troubles de l'apprentissage de l'enfant. Alors, qu'est-ce que le développement psychomoteur? Le développement psychomoteur, en fait, c'est l'ensemble des acquisitions de l'enfant avec des caractères propres à chaque étape. Il y a d'une part le développement psychique et d'autre part le développement moteur. Par développement psychique, c'est le développement du langage, apprendre à parler, de l'affectivité, de l'intelligence. Et le développement moteur va concerner les mouvements du corps et des membres. Pour qu'un enfant se développe bien, il y a des préalables. Donc, le développement psychomoteur est étroitement lié à sa maturation cérébrale. Il est étroitement lié à la qualité des échanges. Donc, pour pouvoir se développer, il faut qu'il voit, il faut qu'il l'entende. Et aussi à la stimulation de l'environnement, c'est-à-dire à la relation qu'on a avec ce bébé. Donc, dans ce cours, je vais vous parler de l'intérêt du développement, de quelques définitions, des principes du développement psychomoteur, de ses étapes, comment dépister un retard du développement. Je vais vous montrer quelques tests d'évaluation. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître le développement psychomoteur de l'enfant? Les parents se posent toujours la question de savoir si leur enfant se développe normalement ou pas, si c'est normal qu'il ne s'assoie pas encore, qu'il ne marche pas encore. Et donc pouvoir affirmer que leur enfant se développe normalement, c'est très important. D'un côté, ça va permettre de les rassurer. Si c'est normal, vous allez rassurer les parents. Dans le cas contraire, vous allez faire en sorte que cet enfant soit repéré et pris en charge précocement. Et pour faire ça, justement, il faut connaître les grandes étapes du développement psychomoteur. Là, j'ouvre une parenthèse. Vous avez reçu en fin d'année dernière, en même temps que le diaporama, un polycope qui était long et détaillé. Ce polycope, je ne vous demande absolument pas de l'apprendre par cœur. Vous pouvez le résumer et pour cela, je vous demande de faire attention à ce qui est dit dans ce cours. Ici, je vais insister uniquement sur les étapes les plus importantes. Le polycope, pourquoi je vous l'ai donné aussi long, c'est pour vous. Parce que vous avez tous des enfants dans l'entourage, parce qu'également vous serez amenés à devenir bientôt parents, et vous allez aussi vous poser ces questions. Donc, ce polycope, c'est un document, vous pourrez vous y référer, et voilà, par exemple, si à 5 mois, votre enfant ne s'assoit pas, vous allez voir, à 5 mois, un enfant de 5 mois, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Un nourrisson de 5 mois, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc, ce polycope, c'est un document de référence, c'est pour vous. C'est pour votre culture, c'est pour pouvoir régler des problèmes dans votre entourage. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur, je vous demande de vous baser surtout sur les étapes les plus importantes. Vous n'êtes pas pédiatre, donc je vais vous demander de vous baser sur les étapes les plus importantes dont je vais vous parler dans ce cours. Donc voyons maintenant ensemble quelques définitions. Les compétences du nouveau-né. Donc, le début, c'est le nouveau-né qui sort du ventre de sa mère. Ce bébé, il naît avec un certain nombre de capacités sensorielles, psychiques et motrices. Déjà, ce bébé fait spontanément certaines choses et c'est sur ces choses-là qu'il va y avoir des étapes du développement psychomoteur. Maintenant, le développement moteur, qu'est-ce que c'est? Le développement moteur, c'est l'acquisition progressive par l'enfant du tonus, de certains groupes musculaires permettant des positions déterminées, permettant par exemple de tenir la tête dans un premier temps, de redresser son tronc, de s'asseoir, ensuite de se mettre debout et enfin de marcher. Ça, c'est les étapes du développement moteur.
Il y a aussi la motricité fine, nous allons le voir. Le développement psychique, quant à lui, c'est l'apparition par étapes de manifestations intellectuelles et affectives de plus en plus évoluées. Donc, un nouveau-né, il ne manifeste pas beaucoup son intérêt pour ce qu'il y a autour de lui. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, ça va changer. Et c'est ça le développement psychique. Donc, sans plus tarder, nous allons voir les principes du développement psychomoteur. Alors, le développement obéit à une logique. Il va se faire progressivement. Et il va être lié à la maturation progressive du système nerveux central de ce bébé. Alors, le cerveau du nourrisson se développe pendant sa vie intra-utérine. Quand il naît, le cerveau n'est pas complètement développé. Comme vous voyez ici sur ce schéma, il continue à se développer. Il va y avoir la synaptogénèse, la myélinisation, etc. Et ça va se développer progressivement. Et au fur et à mesure de cette maturation cérébrale, le nourrisson va être capable de faire de plus en plus de choses. Au tout début, au départ, comme vous l'avez vu en néonatologie, malheureusement, vous n'avez pas fait de stage et donc on vous montre généralement l'hypotonie axiale et l'hypotonie segmentaire en vrai sur un bébé. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, l'hypotonie axiale, c'est-à-dire l'axe du corps, l'axe tête et tronc. Il y a une hypotonie. Ce bébé, il ne tient pas, il ne s'assoit pas et sa tête est pendante. Le nouveau-né, la tête est complètement relâchée, pendante. Et au contraire, il y a une hypertonie segmentaire, c'est-à-dire que, un petit peu comme sur l'image, ses membres sont tendus et ils sont serrés contre son corps. Les bras et les jambes sont serrés contre le corps. Il est en quadriflexion. On dit que c'est une quadriflexion. Alors que là, c'est tendu et serré, mais l'axe, c'est-à-dire la tête et le tronc, eux, sont hypotones. Ils sont complètement relâchés. Il y a des lois au développement psychomoteur. Et en fait, il y a 2 lois pour le développement psychomoteur. Le développement va se faire dans le sens crânio-caudal. C'est-à-dire de la tête vers les jambes. Donc ça, c'est le premier axe du développement, cet axe vertical. Donc d'abord, on tient la tête, puis on redresse un peu son tronc, puis on peut s'asseoir, puis on peut tenir debout. Et la deuxième loi du développement, c'est la loi de progression distale, c'est-à-dire qu'il va se faire du centre vers l'extrémité. La manipulation fine des doigts, donc ça va être en dernier, ça commencera du centre vers les extrémités pour ce qui est des membres. Et les acquisitions vont être progressives et comme je vous l'ai dit, c'est un ordre très logique. Donc, quand maintenant vous savez que ça va de la tête aux pieds, qu'avant de marcher, il va falloir d'abord tenir la tête, redresser le dos, relâcher les membres et pouvoir s'asseoir, pouvoir ensuite se mettre debout et ensuite pouvoir marcher. Donc, une étape après l'autre. On ne peut pas sauter les étapes. Et maintenant que vous connaissez l'ordre de progression, même si vous ne connaissez pas par cœur les étapes, vous savez que ça va de la tête jusqu'aux pieds et de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous pouvez savoir si c'est normal ou pas. Là, je me rends compte de la difficulté d'enseigner en face de son ordinateur. Quand on n'a pas le feedback, quand je ne vois pas vos visages, je ne sais pas si vous avez compris ou pas, et je ne peux pas vous montrer directement en faisant des gestes ce que je veux dire. On va essayer de continuer comme ça. Je vous ai mis mon email sur la première diapositive. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos questions par mail. Donc on continue. Chaque étape est un préalable à l'étape suivante. Donc à chaque acquisition, une nouvelle va suivre. Là, je vous ai mis un exemple. C'est bien parce que le tonus des membres, les membres ne sont pas tendus, que l'enfant pourra amener par exemple ses mains à sa bouche ou encore regarder ses mains.
Au départ, je vous ai dit, les mains sont serrées contre le corps. Il est en quadriflexion, elles vont se relâcher progressivement et il va commencer à les bouger. Un autre exemple, c'est bien parce qu'un nourrisson se tient assis, il faut d'abord qu'il se tienne assis pour pouvoir ensuite essayer de se mettre debout et de tenir sur ses jambes et ensuite de pouvoir marcher. Il faut qu'une étape soit acquise avant la suivante. Il ne pourra pas marcher s'il n'a pas d'abord tenu sa tête, s'il n'a pas d'abord redressé, je sais que je me répète, redressé son tronc, s'il n'a pas d'abord, ne s'est pas tenu assis, si ses membres ne se sont pas relâchés. Donc c'est vraiment étape par étape. Et le message que j'essaye de vous faire passer, c'est que c'est un ordre logique. Parce que c'est vrai que le développement psychomoteur est un cours très barbant. Et c'est pas tellement connaître par cœur, mais réfléchir et se dire que c'est étape par étape, progressivement. Nous sommes toujours dans le chapitre des principes du développement psychomoteur. Nous avons vu 3 points importants. Donc je vais répéter. Le développement psychomoteur suit la maturation cérébrale. Donc progressivement, au fur et à mesure que le cerveau se développe, il va y avoir de nouvelles étapes. Le développement psychomoteur est quelque chose de très logique. Donc, il obéit à une logique et une étape ne peut se faire que si l'étape précédente est acquise. La 3e chose, c'est qu'il y a 2 lois de développement. Donc, je vous ai dit de la tête vers les pieds et de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, nous allons voir les stades du développement. Qu'est-ce que c'est qu'un stade de développement? Eh bien, c'est l'ensemble de compétences, c'est-à-dire de savoir-faire, ce qu'un enfant sait faire à un âge donné. Là, je ne cesse de me répéter. Le développement se fait par étapes successives et toujours dans le même ordre. Là où ça se complique un petit peu maintenant, c'est que ces paliers, ces étapes du développement, ces stades du développement sont de durée variable selon chaque enfant. Je m'explique en vous donnant un exemple et puis on va le voir par la suite. Donc, un enfant peut marcher à 11 mois, un autre peut marcher à 13 mois, un autre à 16 mois. Les 3 sont normaux. Donc, la fenêtre de la normale est assez large. Et nous allons voir maintenant par la suite comment faire pour savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal. Toujours dans les principes du développement, le développement psychomoteur est influencé par de nombreux facteurs, que ce soit in utero ou après la naissance ou même pendant la naissance. Influencé par le déroulement de la grossesse. Une maladie pendant la grossesse, un problème pendant la grossesse va influencer ce développement. Un enfant qui va naître prématurément, donc il ne va pas se développer à la même vitesse qu'un enfant qui est né à terme. Le mode de l'accouchement, s'il y a eu par exemple souffrance cérébrale, souffrance fœtale, donc s'il y a eu un retentissement sur le cerveau de l'enfant. Il va dépendre aussi de facteurs comme l'inquiétude maternelle, la relation parent-enfant. Un enfant abandonné ne va pas se développer comme un enfant qui est dans sa famille et qui est stimulé. Il va dépendre aussi de la situation familiale et socio-économique. Et il va dépendre de la prise en charge de l'enfant. Donc tous ces facteurs vont influencer le développement psychomoteur et ils vont faire justement que certains enfants vont se développer plus vite que d'autres et certains enfants vont se développer moins vite que d'autres. Comme je vous l'ai dit en introduction, et ça fait partie aussi des principes du développement psychomoteur, ce développement va se faire sur un terrain. Pour qu'un enfant se développe bien, il faut aussi que le terrain soit bon. Il faut que ses muscles fonctionnent, il faut que ses nerfs fonctionnent, il faut qu'il voit, il faut qu'il entende, il faut qu'il soit stimulé par l'environnement. Donc c'est ça l'intérêt de cette plaque, de vous dire que pour que l'enfant se développe, il faut qu'au préalable, le terrain, c'est-à-dire lui, son cerveau, ses muscles, ses nerfs, ses yeux, etc., fonctionnent normalement et aussi qu'il soit stimulé par l'environnement. Donc c'est là le message, uniquement ça. Il y a 4 domaines du développement. Donc, quand on évalue un enfant, je vous ai dit qu'il y avait des scores pour évaluer les enfants. Quand on évalue le développement d'un enfant, on va évaluer sa motricité globale. Qu'est-ce que c'est que la motricité globale? C'est le fait de tenir la tête, de s'asseoir, de marcher, etc. La motricité fine, c'est les mains.
si on veut. La motricité fine, c'est les mains, c'est le fait de mettre ses mains à sa bouche, c'est le fait d'attraper un objet, de passer un objet d'une main à l'autre, et ensuite, quand il grandira, de manger, d'écrire, etc. Donc, motricité globale, on évalue sa motricité globale, on évalue sa motricité fine. Il y a l'évaluation du langage et l'évaluation de la socialisation et de l'autonomie, c'est-à-dire la relation à l'environnement et aux personnes qui sont autour de lui. Un enfant, est-ce qu'il est social? Est-ce qu'il va sourire quand on lui sourit? Est-ce qu'il va nous regarder quand on l'appelle? Est-ce qu'il va essayer de communiquer? Et au fur et à mesure qu'il va grandir, est-ce qu'il a acquis ou pas son autonomie? Et là, je me répète, mais c'est une notion importante. Ce n'est pas très précis, ce n'est pas des mathématiques, comme vous l'avez vu en médecine. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis le warning en bas. Il y a une grande variabilité individuelle dans le développement psychomoteur. Donc il y a des différences, il y a beaucoup de différences entre les individus, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas normal. Alors comment faire pour justement ça? Nous allons voir qu'il y a des tests pour voir ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. L'intérêt de cette plaque maintenant, c'est de vous dire que le développement de chacun des domaines va se faire progressivement et par étapes, mais que les domaines vont se développer aussi en parallèle. Donc là, vous avez la conception, la naissance à 2 ans et à 6 ans. Donc à peu près, la motricité globale, elle commence à se développer de tel âge jusqu'à tel âge, la socialisation de tel âge à tel âge, etc. Et c'est là qu'il y a cette notion de développement harmonieux ou disharmonieux. Donc harmonieux, de manière harmonieuse dans les 4 domaines, ou disharmonieux quand il y a justement un problème dans un domaine. Par exemple, un enfant qui n'entend pas va développer sa motricité globale normalement, sa socialisation plus ou moins normalement, mais le langage, il va y avoir un gros retard il va y avoir un gros problème sur le langage. Ou par exemple, un enfant qui a un problème musculaire ou osseux, il va se développer normalement sur la motricité sociale et le langage, mais pas sur la motricité globale ou pas sur la motricité fine. Là, c'est juste des exemples grossièrement pour vous dire que harmonieux ou disharmonieux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça touche un seul domaine ou ça touche les 4 domaines? Donc voilà, nous avons vu les principes du développement psychomoteur. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet, vraiment, les étapes du développement psychomoteur. Donc, allons-y pour les étapes du développement psychomoteur, les stades du développement psychomoteur. Et nous allons commencer tout de suite par la naissance. Donc, à la naissance, un nouveau-né ne sait rien faire d'une certaine manière, mais déjà, en fait, en réalité, il a un bagage, il a cette hypertonie des membres et cette hypotonie du tronc. Et il a des réflexes archaïques qui vont lui permettre de survivre. Généralement, à cette étape du module, je pose toujours la question aux externes, ils me disent oui, nous avons vu dans le cours de néonat les réflexes archaïques et ils savent bien les réflexes, donc je pense que vous les avez déjà vus. La succion déglutition, donc ce qui permet au bébé de se nourrir. Quand on met un objet dans sa bouche, il va sucer, ça va déclencher le réflexe de succion et de déglutition. C'est comme ça qu'il se nourrit, qu'il va téter sa mère et qu'il va avaler son lait. Les points cardinaux, donc le fait de toucher les 4 points autour des lèvres va entraîner ce réflexe de tourner la tête pour essayer d'attraper le sein ou le biberon par exemple. Le réflexe de Moro, je vais vite parce que normalement vous les avez déjà vus. Donc, une flexion brusque de la tête et du tronc va entraîner, le bébé va écarter, c'est mieux quand je vous le fais en vrai, mais le bébé va écarter les bras, ouvrir les mains. Ensuite, il va ramener les mains vers lui et se recroqueviller d'une certaine manière avec un cri. C'est ça le réflexe de Moro. Le grasping, donc le fait de mettre un objet, un doigt dans sa main, par réflexe, il ne le fait pas volontairement. Il va attraper cet objet. Il y a le grasping palmaire et le grasping plantaire. Et aussi le réflexe de la marche automatique. Donc, cette marche automatique, si on met le bébé sur un plan
dur, il va faire ce geste d'essayer de mettre un pied devant l'autre. Si on le met, on le redresse sur un plan dur, il va faire ce geste-là. Donc, tous ces réflexes, déjà, et cette hypertonie et hypotonie, vont nous permettre de savoir que le bébé a un cerveau qui est fonctionnel, qui est normal, qui se développe bien. C'est déjà un préalable pour les différentes étapes du développement qui vont suivre. Maintenant, à 1 mois, donc le stade 1 mois, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et on va commencer par la motricité. Donc, à 1 mois, comme vous le voyez sur la première image, le bébé est replié sur lui-même. Il y a toujours la même chose, hypotonie axiale, et les membres qui sont repliés sur le tronc. Bras et jambes fléchis, poings fermés. Le tirer assis, la photo numéro 2, la photo de droite. Donc, quand on le tire doucement par les mains, par les bras, la tête est pendante. La tête pend en arrière, c'est la fameuse hypotonie axiale. Maintenant, quand on le met sur le ventre, il parvient à dégager son visage par un mouvement latéral. Donc, quand on le met sur le ventre, il va dégager légèrement sa tête sur le côté. Mais il ne peut pas la soulever. Là, j'ouvre une parenthèse pour... Vous allez sûrement l'entendre beaucoup dans le module de pédiatrie, on ne couche jamais un bébé sur le ventre. C'est incriminé dans la mort subite du nourrisson. Parce qu'un bébé, il ne sait pas encore sortir sa tête du lit. Donc si on le met sur un... C'est pour ça qu'on n'utilise pas non plus d'oreiller. Si on le met sur le ventre, il peut s'étouffer en ayant sa tête enfouie dans son lit. Voilà. Donc à 1 mois, c'est à peine s'il peut tourner la tête. Et il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas la soulever. Voilà pour ce qui est de la motricité à 1 mois. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Maintenant, à 2 mois. Donc, motricité globale et motricité fine. En motricité globale, il tient un peu mieux sa tête. Au tirer assis, la tête ne pend plus complètement, elle tient plus ou moins. Quand on le met sur le ventre, à 1 mois, on avait dit que c'est à peine s'il pouvait dégager sa tête. Maintenant, il arrive plus ou moins à prendre appui sur ses avant-bras et soulève sa tête et son tronc, comme sur la photo, jusqu'à 45 degrés. Donc, pendant quelques secondes, il va pousser, lever un petit peu la tête et redescendre. Et il n'aime pas cette position. Généralement, il pleure. Mais c'est important de l'y mettre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il va se développer. C'est comme ça qu'il va grandir. En motricité fine, il agrippe un objet placé dans sa main sans pouvoir le relâcher. Il sait l'attraper, mais il ne sait pas le relâcher. Donc, ça c'était pour 2 mois. Maintenant, à 4 mois, il s'est déjà bien développé. En motricité globale, il tient bien sa tête. Regardez l'image, il tient sa tête, elle ne pend plus. Couché sur le ventre, il prend appui sur ses avant-bras. Regardez l'image. Il s'appuie sur les bras et il pousse son tronc. Il se redresse, il redresse son tronc. Avant, il arrivait à peine à lever sa tête, à dégager sa tête. Ensuite, maintenant, il pousse avec les bras et il lève un peu son tronc, jusqu'à 90 degrés. À 4 mois, attention, il se retourne du ventre sur le dos. Quand il est en position ventrale, il peut, comme il s'est poussé maintenant sur les bras, il y a possibilité qu'il se retourne. Et c'est là que des bébés peuvent tomber. Parce qu'avant, comme le bébé ne savait pas changer de position, il ne savait pas passer d'une position à l'autre, donc quand on le posait quelque part, il restait quelque part. Mais là maintenant, il a appris à pousser sur ses bras pour se retourner sur le dos. Donc si on le met, il faut toujours faire attention à l'empêcher, à mettre à quelque chose pour l'entraver, les barreaux du lit ou des coussins, etc., pour empêcher qu'il se retourne et qu'il tombe. Ça, c'est la motricité globale. En motricité fine, il saisit les objets placés devant lui et les porte à sa bouche. Il attrape maintenant volontairement un objet et il le ramène vers sa bouche. Donc maintenant, vous savez ce qu'un bébé apprend à faire progressivement jusqu'à 4 mois. Et il y a des variabilités entre les bébés. Alors, s'il y a une chose importante à savoir, là, si je vous demande de retenir une seule chose, c'est ce qui, je vous mets toujours en bas en rouge, là, à côté du, attention, à côté du, là,
le warning là, c'est que quand est-ce qu'on s'inquiète si à 4 mois, un bébé ne tient pas sa tête, c'est anormal et il faut une consultation obligatoire. Vous avez là d'autres indices, mais je ne vous demande pas de les apprendre par cœur. Je vous demande juste de, vous savez un petit peu comment il se développe. Attention, à 4 mois, il ne tient pas sa tête, l'orienter. Maintenant à 6 mois, donc voilà en image ce que c'est faire un bébé de 6 mois. Il a appris à faire beaucoup de choses. Image, la première image à gauche, en haut, il s'assoit et il tient assis. On dit l'assis tripode. L'image là en couleur, c'est ce bébé. Donc elle tient assis, il ne tient pas encore très bien assis et il s'aide de ses mains pour s'asseoir. À 4 mois, je vous ai dit qu'il savait se tourner du ventre sur le dos. À 6 mois, il sait se tourner du ventre sur le dos en poussant sur ses bras et du dos sur le ventre. Il cherche à se lever. En motricité fine, il a appris aussi beaucoup de choses. Regardez ce bébé tout en haut à droite. Il attrape un objet. Il sait attraper les objets. Il les agite, il joue avec et il passe les objets d'une main à l'autre. Voilà ce qu'un bébé de 6 mois sait faire. Maintenant, je vais vous donner juste un point. Quand est-ce que vous devez vous inquiéter à 6 mois? Si un bébé à 6 mois a toujours ses réflexes archaïques, c'est inquiétant. Il faut l'orienter vers le spécialiste. Je ne vais pas détailler le reste, ce n'est pas important pour vous. À 9 mois, notre bébé a appris encore d'autres choses. Maintenant, il se soulève. Il a appris à avancer, il va marcher à 4 pattes. Il a appris à passer de la position couchée à la position assise. Il se relève, il s'assoit seul. En motricité fine, c'est de plus en plus fin. À partir de 9 mois, il saisit avec la pince pouce-index. Donc il attrape maintenant, avant il les attrapait avec ses doigts, maintenant il attrape avec ses doigts et la paume, maintenant il attrape entre le pouce et l'index les objets. Et il sait manger avec les doigts. Donc voilà un petit peu un bébé de 8 mois et de 9 mois, qu'est-ce qu'il sait faire? Donc il sait manger, il sait dans la position assise s'étirer pour attraper un objet sans tomber, il reconnaît, sourit à son image dans le miroir, donc il joue, il attrape les objets qu'on lui a donnés, il rampe et il se redresse. Qu'est-ce qu'il est important de retenir pour cette étape entre 6 et 9 mois? Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est juste ça, rappelez-vous juste ça, c'est qu'il doit s'asseoir avant 10 mois. C'est à 10 mois, un enfant ne s'assoit pas, ce n'est pas normal. Pour le reste, je vous ai dit, la fenêtre de la normale, elle est large et il y a des étapes, donc ça relève du spécialiste, c'est le spécialiste qui va faire des scores pour évaluer son développement. Ce que je vous demande à vous, en tant que futur médecin généraliste, c'est de savoir que s'il ne s'assoit pas à 10 mois, consultation. Donc, on avance un petit peu à 12 mois. Il se met debout sans aide. Il marche avec aide ou en poussant un objet. Il fait ses premiers pas, il peut marcher même tout seul. Il monte un escalier, mais il ne sait pas descendre. En motricité fine, donc il peut prendre un objet, le mettre à l'intérieur d'un récipient, il s'amuse à ça d'ailleurs. Il aime remplir et vider un contenant, donc mettre des objets dans une boîte, ensuite la vider, remettre les objets dans une boîte et la vider. Et il est de plus en plus précis pour ce qui est d'attraper les objets entre le pouce et l'index. À 15 mois, il se développe encore, il marche facilement, il tire un objet, il sait monter l'escalier à 4 pattes et il redescend en marche arrière. Et il grimpe sur une chaise. En motricité fine, il commence à faire des tours de cube, par exemple. Il vide et remplit un verre, donc il est plus précis. Il boit au verre et il commence à manger avec une cuillère, si on lui apprend. Et il aide à son déshabillage. Ça ne veut pas dire que tous les bébés de 15 mois savent faire ça, mais à 15 mois, plus ou moins, la majorité des bébés commencent à acquérir ces choses-là.
À 18 mois, donc, il peut courir, il peut se baisser et se relever. Donc avant, l'étape, c'est que pour attraper s'il est debout, qu'il veut attraper quelque chose qui est par terre, pouf, il tombe. Il s'assoit, il attrape et il se relève. Mais à 18 mois, il peut se baisser, attraper l'objet qu'il a envie et se relever. Il peut monter un escalier debout et jouer avec un ballon. En motricité fine, il utilise ses deux mains de façon complémentaire et indépendante. Il mange seul et il peut participer à son déshabillage. Voilà un petit peu l'image du 18 mois. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous souvenir un peu des images, de ne pas apprendre par cœur. Même les pédiatres ne connaissent pas par cœur les étapes, qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Donc, à 18 mois, il marche bien, il court, il pousse un objet, il traîne un objet. Et puis là, comme je vous ai dit, il se baisse pour ramasser un objet sans tomber. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous sachiez bien? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'un bébé, il a commencé à marcher autour d'1 an, mais que s'il ne marche pas à 18 mois, c'est un problème. À 18 mois, il ne marche pas, ça ne peut pas être normal. Nous ne sommes plus dans la fenêtre de la normale. Donc, si vous devez vous souvenir aussi de ça, c'est qu'il doit marcher à 18 mois. S'il ne marche pas, consultation. Et on continue. À 2 ans, il peut courir, il peut sauter, il monte les escaliers en posant les 2 pieds sur chaque marche et il danse, alors qu'il ne pouvait pas le faire avant. Motricité fine, donc il fait des tours de 6 à 7 cubes, il peut les aligner pour faire un train, il encastre des pièces d'un puzzle parce que sa main est de plus en plus précise, sa main répond de plus en plus à ce que lui veut faire. Il sait tourner la poignée d'une porte et il se déshabille en bonne partie seul. Il peut même aider à son habillage. Voilà, grosso modo, encore une fois, n'apprenez pas par cœur, essayez surtout de comprendre. À 3 ans, il monte et descend les escaliers normalement. Il saute à pieds joints et il tient quelques instants sur un pied. Il peut pédaler sur un tricycle, donc ne vous précipitez pas pour acheter des vélos à des enfants de 1 an. En motricité fine, il construit une tour de 8 cubes. Un pont. Il commence à utiliser des ciseaux, par exemple. Il dessine un trait vertical, un rond. Il classe des objets selon la forme, la couleur ou la grandeur. Et ça, c'est à partir de 3 ans. Ici, un petit récapitulatif de ce qu'un bébé sait faire à 2 ans et sait faire à 3 ans et quand est-ce qu'il faut plus ou moins s'inquiéter. Vous avez probablement remarqué que j'ai supprimé certaines étapes, 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce qu'on nous a demandé d'alléger un petit peu les cours. Maintenant, vous avez 2 cours par séance, 2 cours par jour, des fois plus. Donc, on va insister uniquement sur l'essentiel. Après avoir parlé de la motricité, nous allons passer, donc les 2 domaines qui sont motricité globale, motricité fine, nous allons passer aux 2 autres domaines qui sont celui du langage et de la sociabilité. Un mois, qu'est-ce qu'on a comme relation sociale? Le nouveau-né réagit au bruit intense. Si vous tapez très fort dans vos mains, il va sursauter. Ou si vous allumez une lumière vive devant lui, il va réagir en fermant les yeux. À 1 mois, qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre? Il peut fixer un objet situé dans son champ visuel, à environ 15-20 cm de lui. Et il peut suivre un objet sur 90 degrés. Il s'apaise quand on lui parle ou chante une berceuse. Et en langage, il émet quelques sons. Donc, si on veut résumer qu'est-ce qui se passe à 1 mois, à 1 mois, si vous vous approchez du visage du bébé, et c'est pour ça que les mamans ont très bien compris, vous voyez qu'elles s'approchent bien du visage de leur bébé, si vous venez à 20 cm, il va vous fixer. Et il pourra vous suivre sur 90 degrés, il ne va pas tourner sa tête. Et vous sentez qu'il réagit plus ou moins au bruit. Voilà ce qu'un bébé est capable de faire à 1 mois pour ce qui est de sa relation sociale et de son langage. Maintenant, à 2 mois, qu'est-ce qu'on a comme acquisition? Sur le plan social, le bébé peut suivre une personne du regard
à 190 degrés. Et il y a le fameux sourire-réponse qui peut déjà apparaître à 1 mois, mais qui est bien là à 2 mois. Donc, lorsque vous vous approchez, vous souriez, il va vous répondre, il va vous sourire. Et en langage, c'est des gazouillis. Un bébé fait des gazouillis parce qu'il commence à se préparer pour le langage. À 4 mois, il a appris d'autres choses. À 4 mois, un bébé s'agite et il s'anime à la vue d'une personne. D'une certaine manière, à 4 mois, c'est là que, enfin, son papa commence à s'intéresser à lui et le reste de l'entourage, alors qu'avant, c'était uniquement la maman. Parce qu'à 4 mois, il devient intéressant. Quand il voit quelqu'un, vraiment, il essaye d'interagir. Il s'agite, il fait des sourires et il bouge. C'est ça son contact social. Donc, il est attirant. Et il anticipe des moments de la journée, par exemple un repas. Quand il sait que c'est le moment du repas, que s'il voit la maman avec un biberon, il va commencer à s'agiter. Il sait que c'est le biberon et que c'est l'heure de manger. En langage, c'est une période très intéressante. C'est là où le bébé rit aux éclats. Et c'est là que les parents sont très contents. Ils sont très intéressants. Il suffit qu'ils fassent le moindre geste pour entraîner des fous rires chez leur bébé. Il gazouille longtemps. Et il se tourne vers un bruit familier. Donc, quand il reconnaît la voix de sa mère ou de son père, il va se tourner vers cette voix. Voilà un petit peu le bébé de 4 mois. C'était un bébé rieur, joueur, très intéressant. Donc, ça, c'est vraiment, il va attirer son envie, les gens qui sont autour de lui vers lui. Donc, voilà maintenant un petit récapitulatif de ce qui va se passer jusqu'à 4 mois. Mais surtout, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que quand est-ce qu'on va s'inquiéter? S'il n'y a pas de réaction au bruit, s'il y a un objet qui tombe et le bébé ne réagit pas, ne sursaute pas, il faut s'inquiéter, peut-être qu'il n'entend pas, ou peut-être qu'il y a un trouble de son développement. S'il n'y a pas de contact du regard, un bébé vous fixe, vous regarde, attend que vous le regardiez. S'il n'y a pas de sourire-réponse, et s'il coordonne mal ses lèvres et sa langue. Donc, dans ces cas-là, il faut s'inquiéter et il faut consulter. À 6 mois, il va commencer à réagir négativement à une personne étrangère. Il va le regarder de travers, éventuellement pleurer. Il tourne la tête vers une personne qui l'appelle. Il sait qu'on est en train de l'appeler à lui et il tourne la tête quand on l'appelle. En langage, il joue avec des chaînes de syllabes et il aime crier. Des chaînes de syllabes, c'est-à-dire que c'est là que va apparaître le ba, 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 ma, ma, ta, ta. C'est pour ça, comme par hasard, on dit maman, papa, tata, dada, nana, etc. Parce que c'est les premières syllabes que va émettre un bébé et qui vont ensuite être utilisées pour désigner une personne. À 9 mois, il a acquis la permanence de l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il comprend qu'un objet qu'il ne voit plus existe encore. Alors qu'avant, si un objet ne voit plus, il ne voit plus un objet, pour lui, il n'existe plus. Là, il comprend que l'objet, par exemple, si vous vous cachez derrière un coussin, il sait que vous êtes derrière le coussin, il va pousser le coussin pour vous voir. Aussi, il sait faire coucou, il sait faire au revoir, il sait faire bravo. Il tend les bras pour qu'on le prenne. Et à 9 mois apparaît l'angoisse de séparation et l'angoisse de l'étranger. Donc, il va pleurer quand il va voir des personnes étrangères. Et aussi, il va faire des crises quand sa maman va s'en aller. En langage, donc, il double les syllabes. Il dit papa, papa, ma, maman. Mais ces mots ne désignent pas encore ses parents et utilise un jargon. Il se retourne à l'appel de son nom et il réagit au non. Quand on lui dit non, il va arrêter. Il comprend que ça veut dire non, ça veut dire il ne faut pas faire cette chose-là. Voici donc un petit récap de ce qu'un bébé sait faire jusqu'à l'âge de 10 mois, entre 4 et 10 mois. Et surtout, qu'est-ce qui est inquiétant? Donc, il faut s'inquiéter si à 10 mois, les vocalisations, entre 4 et 10 mois, les vocalisations sont rares et pauvres. Et à 10 mois, s'il y a absence d'imitation, s'il y a 10 mois, il ne fait pas coucou, au revoir, il ne tape pas dans ses mains. Donc, il faudrait s'inquiéter et consulter. À 12 mois,
Il vient quand on l'appelle. Il imite les gens de son entourage. Donc dans la cuisine, il va faire comme sa maman, il va cuisiner, il va prendre un balai, il va balayer. Et l'angoisse de séparation est toujours présente. À 12 mois, disons qu'il dit des mots. Il dit papa, maman. Il prononce en moyenne 4 mots. À 15 mois, donc il imite les travaux ménagers et il fait semblant, il parle au téléphone, il donne à manger à sa poupée, il communique beaucoup par gestes et montre du doigt. Et en langage, donc il va apprendre de plus en plus de mots, il maîtrise 4 à 10 mots et il apprend les mots en les répétant, il va répéter les mots jusqu'à ce qu'il les acquiert. À 18 mois, du point de vue social, un bébé sait demander de l'aide. Il développe de plus en plus sa personnalité et exprime son opposition. C'est là que commence la période du non. Il va répondre non à tout. Et c'est là qu'il est en train de développer sa personnalité. Il va faire des crises de colère. D'autre part, il manifeste son attention et il imite les adultes. Il se comporte comme les adultes sur le plan social. En langage, son vocabulaire s'enrichit. Il dit au moins 10 mots. Et il commence à associer 2 mots, c'est-à-dire maman partie, par exemple. Il fait des phrases de 2 mots. Et il comprend les consignes simples. Va chercher tes chaussures, il comprend ce que ça veut dire. Petit récapitulatif du développement social et du langage jusqu'à 18 mois. Et quand est-ce qu'on s'inquiète? S'il n'utilise pas de mots-phrases de pointage et s'il ne comprend pas un mot-phrase, c'est-à-dire s'il veut de l'eau, il va dire « il m'a ». S'il veut manger, il va dire « baba » par exemple, ou quelque chose, ce qu'il a appris à faire. S'il ne pointe pas du doigt, donc il y a peut-être un trouble de la relation sociale. Peut-être que cet enfant est autiste. Le pointage est important. Quand il veut un objet, il va le montrer, pointe du doigt. Et s'il ne comprend pas, donc il y a peut-être un problème sur son intelligence. À 2 ans, sur le plan social, il va se développer encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher des autres enfants et jouer à côté d'eux. Il ne joue pas complètement avec eux, mais il joue à côté d'eux. Il est plus indépendant. Il peut rester seul quelques moments dans une pièce, par exemple. S'occuper tout seul. En langage, il va faire des phrases de 2 à 3 mots, c'est-à-dire une phrase de « je veux manger ». Et il a un vocabulaire qui s'enrichit et qui devient à 2 ans d'environ 50 mots. Mais ça dépend de comment il a été stimulé et de ce que nous lui avons appris. Et il comprend des consignes complexes à 2 ordres. C'est-à-dire, va dans ta chambre chercher ton nounours. Donc, il y a aller dans la chambre et chercher quelque chose dans la chambre. Il comprend ça, alors qu'avant, il comprenait des ordres simples. Petit récapitulatif qui peut être utile. Et quand est-ce qu'on s'inquiète? On dit 1 mot à 1 an, 2 mots à 2 ans, 3 mots à 3 ans. Ça, c'est un pense-bête. C'est-à-dire qu'à 1 an, sa phrase, c'est 1 mot. À 2 ans, c'est pas qu'il dit 2 mots uniquement à 2 ans. À 2 ans, il fait des phrases de 2 mots. Et à 3 ans, il doit faire des phrases de 3 mots. Je veux partir, par exemple. On s'inquiète si à 2 ans, il a un vocabulaire inférieur à 10 mots et s'il a du mal à comprendre. À 3 ans, sur le plan social, il peut s'habiller seul, il peut se boutonner, il joue avec les autres enfants et il a des jeux symboliques, donc il joue à faire la cuisine, ou à faire le ménage, ou à conduire une voiture. Il partage et il attend son tour. Point de vue langage, il dit son nom et commence à utiliser le « je ». Et il fait des phrases complètes et compréhensibles par l'adulte. Avant, il parle en fait, mais c'est surtout les proches qui comprennent ce qu'il dit. C'est ses parents ou sa mère parce que c'est son jargon, son vocabulaire, il manque des syllabes, il manque des consonnes ou des voyelles dans ses mots. Donc c'est vraiment ses proches qui comprennent ce qu'il dit parce qu'ils se sont habitués que tel mot veut dire telle chose. Mais à 3 ans, il est compris par d'autres adultes qui ne le connaissent pas. Et il comprend les notions dans,
sur, dedans, dehors, en haut, en bas, grand, petit, gros. Donc, il comprend des choses comme ça abstraites. Et pourquoi? Donc, c'est là qu'il commence à vous demander pourquoi, et c'est qui, etc. Donc, encore une fois, le petit récapitulatif. Et quand est-ce qu'on s'inquiète? S'il ne dit pas de phrase de 3 mots à 3 ans, consultation. S'il ne comprend pas ou on ne le comprend pas, consultation. S'il ne fait pas de gestes de communication et pas de jeu symbolique. Voilà pour ce qui était des étapes du développement psychomoteur. Donc, je vous ai encore épargné le 4, 5, 6 parce que c'est vraiment trop, c'est très détaillé, c'est aussi du domaine du spécialiste. Donc, nous avons vu les principes du développement psychomoteur, nous avons vu les étapes du développement psychomoteur. Et là, c'est juste pour montrer qu'il existe des tests d'évaluation du développement psychomoteur. Pour évaluer le développement psychomoteur d'un enfant, les spécialistes donc, utilisent des tests et des échelles. L'échelle la plus connue est l'échelle de Denver. Donc, vous en avez une image, une partie de l'échelle de Denver sur cette diapositive. Une autre échelle qui est plus simplifiée et très utilisée, c'est celle de Brunet-Lésine. Donc, et ça reprend les 4 domaines du développement psychomoteur. Donc, cette échelle de Denver, comment est-ce qu'on l'utilise? Elle retrace un petit peu la normale. Et là, ces rectangles, là pour la motricité en bas, ensuite le langage, ensuite la motricité fine, et plus haut, ce sera la socialisation. Ces rectangles nous montrent la normale. Donc, tout ce qui est blanc, c'est la normale. Et là où commence le gris, c'est que au début du gris, donc la première bande de gris, 75%, regardez ici dans l'échelle, 75% réussissent cette étape à cet âge. Vous avez l'âge tout en bas. Et la fin du rectangle, 90% des enfants réussissent cette étape, par exemple marcher, par exemple, à cet âge. Donc, vous avez où est-ce qu'on commence à faire quelque chose et où est-ce qu'on termine de le faire. Voilà sur l'image, du coup, le haut de l'échelle. Et donc, vous pouvez situer votre enfant, l'enfant que vous avez à évaluer. Par exemple, pour ici, on va prendre pour le contact social, boit au vert. Disons que c'est un enfant de 15 mois ou de 20 mois qui a commencé à boire au vert à 15 mois, par exemple. Et on voit que bois au vert, ça commence entre 10 et 11 mois et ça se termine avant 17 mois, c'est-à-dire qu'à 16 mois, à peu près, tous les enfants savent boire au vert. Et c'est comme ça qu'on va évaluer plusieurs étapes pour voir si l'enfant a un développement psychomoteur normal ou pas. Pour ce qui est du dépistage des troubles du développement psychomoteur, là c'est du domaine du spécialiste, donc je ne vais pas m'attarder. Juste pour vous dire qu'il y a des visites systématiques prévues sur le carnet de santé d'un enfant et qu'à chaque étape, il faut évaluer le développement psychomoteur de l'enfant pour pouvoir dépister précocement une anomalie et pouvoir la prendre en charge précocement. Donc c'est juste ça le message concernant le dépistage du développement psychomoteur. Après, j'avais envie aussi de vous parler de quelques petites choses. Quand est-ce qu'on va s'inquiéter pour la vue d'un enfant? S'il n'ouvre pas les yeux, c'est le nouveau-né n'ouvre pas les yeux, on peut s'inquiéter pour la vue. S'il n'y a pas de poursuite oculaire à partir des mois, il y a probablement un problème sur la vue. Des signes en faveur d'une amblyopie, donc quels sont ces signes? Quand un bébé fait de grands mouvements de rotation des yeux, qu'il a un regard fixé en haut, un strabisme, et un bébé qui laisse ses mains et ses poings devant ses yeux, et qui déplace sa main ouverte devant les yeux, qui ne supporte pas la lumière. Quand est-ce qu'on s'inquiète d'un trouble de la compréhension générale? Ce qui peut nous inquiéter, c'est un retard d'apparition du sourire-réponse, l'absence d'intérêt pour l'entourage, absence de reconnaissance de la maman, un décalage ou une absence d'apparition des différentes étapes du développement social, et souvent un signe de retard mental. Voilà un petit peu quand est-ce qu'on s'inquiète pour la compréhension. Quand est-ce qu'on s'inquiète d'un trouble du langage? Si l'enfant est silencieux,
la première année. S'il n'a pas dit son premier mot à 18 mois, on s'inquiète. S'il n'y a pas d'association de 2 mots à 2 ans, on s'inquiète. Et s'il n'y a pas de phrase de 3 mots à 3 ans, on s'inquiète. Quand est-ce qu'on suspecte une surdité? On suspecte une surdité lorsqu'il n'y a pas de réaction au bruit. Et encore mieux, pas de réaction au bruit et en même temps, sursaut quand on entre dans le champ visuel. C'est-à-dire qu'il va réagir à la vue, mais il n'y a pas de réaction au bruit. Également, quand les gazouillis, donc le bébé il gazouille, et ces gazouillis vont commencer à régresser. Parce que comme il n'entend pas, il ne reproduit plus les sons. Quand il ne répond pas à son nom. Quand il ne comprend pas les consignes qu'on lui donne, alors qu'il n'est pas, quand on lui donne un ordre sans qu'il soit en face de notre bouche et qu'il ne nous comprend pas, peut-être qu'il n'entend pas. Parce que même ceux qui n'entendent pas, ils vont s'habituer à plus ou moins lire sur les lèvres ou comprendre un petit peu la mimique des parents. Et quand le langage stagne. Voilà, donc c'était le développement psychomoteur normal et pathologique. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il y a des âges clés à surveiller, qui sont 4 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois et 2 ans. Que si vous devez vous souvenir de 4 petites phrases, c'est qu'on doit tenir la tête à 4 mois. Il y a un problème si l'enfant ne s'assoit pas à 9 mois. Il y a un gros problème si l'enfant ne marche pas à 18 mois et si l'enfant ne parle pas à 2 ans. Le développement de l'enfant est une merveilleuse aventure. Chaque enfant se développe à son rythme. Il y a des repères et il y a des motifs d'alarme. Donc il ne faut pas trop comparer. Et il ne faut pas hésiter à demander conseil à des spécialistes. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour un cours qui sera beaucoup plus simple.